Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Émotion et recueillement au Dakar de Médina Gounass lors de la visite du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a décrété un deuil national de 3 jours. De nombreuses mesures ont été annoncées dans la foulée. Les producteurs agricoles face au casse-tête de l'écoulement des produits, les professionnels du commerce suggèrent la modernisation des infrastructures de stockage. L'univers de l'entreposage, c'est dans le premier numéro du grand dossier hebdomadaire de la rédaction. Ils sont nombreux les événements sportifs, culturels ou économiques organisés au Sénégal. Leur impact sur le tourisme est non négligeable, mais c'est difficile à chiffrer. Une étude est en cours pour mesurer cet apport au tourisme. Et puis c'est parti pour le marathon international de Dakar. C'était la Dakaroise ce samedi avec les athlètes locaux en attendant l'entrée en liste demain des marathoniens étrangers, kenyans et éthiopiens notamment. Nous démarrons avec la visite du chef de l'État. C'était hier au Dakar de Médina Gounass après l'incendie. Le chef de l'État qui a décrété 3 jours de deuil national depuis le Dakar. Le président Macky Sall qui a présenté également ses condoléances aux victimes mauritaniennes et gambiennes. C'est un reportage signé Aboubakri Kane. À une quinzaine de kilomètres de Médina Gounass, le site qui abrite la retraite spirituelle. À son arrivée sur le Dakar, le président Macky Sall a fait le tour du site pour constater l'ampleur du sinistre. Un incendie dont les dégâts sont inestimables. Sur les lieux, les stigmates renseignent sur la violence du feu. Un tour après lequel, le président de la République a retrouvé le khalife de Médina Gounass dans ses appartements privés. Un tête-à-tête qui leur a permis d'échanger sur l'organisation de l'événement et les modalités d'une meilleure structuration du Dakar. Un entretien à la suite duquel les deux hommes ont retrouvé le dental du Dakar pour la prière de Asr. Dès l'entame de son propos, le chef de l'État est revenu sur l'incendie qui a fait 25 morts. Après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes sénégambiennes comme guinéennes, il a décliné son ambition d'aider à la modernisation du Dakar. Évidemment, le Dakar de Médina Gounass est un événement exceptionnel qui regroupe plusieurs centaines de milliers de personnes dans un environnement hostile. L'État, depuis plusieurs années, a déjà engagé des efforts pour humaniser l'espace, mettre de l'eau, des routes, de l'électricité, mais il nous manque les conditions de l'aménagement et surtout les procédures pour organiser le séjour des pèlerins en vue d'éviter des accidents aussi regrettables que ceux que nous venons de vivre cette année. Et compte tenu du nombre de victimes, puisque ce matin encore un des blessés a rendu l'âme, ce qui fait 25 morts au moment où je parle, j'ai décidé de décréter 3 jours de deuil national où les drapeaux seront en berne. Une volonté affichée qui trouve la bénédiction du khalife. Et au cours de la cérémonie, le président Macky Sall a également reçu l'appel de son homologue de la Guinée, Alpha Condé, qui présente ses condoléances à toute la Oumma et qui va dépêcher le khalife de l'abbé pour compatir à la douleur. La famille de Thierno Mouhamadou Saïd Ba s'est félicitée de l'attention particulière que le chef de l'État accorde à cet événement qui gagne de plus en plus de l'ampleur. Des prières ont ainsi été formulées pour la consolidation de la paix dans notre pays et dans toute la sous-région. Le chef de l'État qui a donc décrété 3 jours de deuil national qui commence mardi. D'autres décisions ont été annoncées également. Des décisions du chef de l'État qui d'appuyer davantage l'organisation du Dakar a été bien accueillie à Médina Gounass. 72 heures après l'incendie, la vie reprend son cours normal. Le Dakar entre foi et espoir. Le point avec notre reporter sur place, Mamadou Samabo. La crise née de l'incendie survenu mercredi au Dakar semble dépassée. Nous sommes au campement des habitants de Doundé, région de Matam, venus pour les besoins de la retraite spirituelle. Ici,
Les flammes avaient tout ravagé, mais les abris sont déjà repris, le stock de denrées reconstitué, la foi toujours inébranlable. Nous passons toute la nuit à faire nos prières. Dès 4 h du matin, on se rend à la mosquée et on ne la quitte que vers 9 h. Rien ne nous ébranle. Nous sommes des croyants et nous sommes prêts pour toute volonté divine. Alhamdulillah pour tout ce qu'il fait ou ce qu'il fera. Rien ne peut ébranler un bon croyant. Vous voyez tout de suite, quand nous avons discuté avec certaines personnes, ils nous ont dit qu'il y a même des voitures qui doivent arriver aujourd'hui. Donc vous voyez la détermination des gens. Je crois que ça, il faudra de grâce à Dieu. C'est la même tonalité partout dans le Dakar. Tonalité renforcée et amplifiée par la décision prise vendredi par le chef de l'État concernant la modernisation du Dakar. Nous ne sommes pas surpris. Parce que le président de la République a toujours été fidèle au Dakar, à Gounass. Il a été toujours fidèle à toutes les familles religieuses du Sénégal. Donc nous ne sommes pas surpris, très sincèrement. Et vraiment, nous l'avons très bien accueilli, il a rassuré tout le monde. Nous sommes sûrs qu'il tiendra ses promesses. Quelle que soit par ailleurs la volonté du président de la République, il faut que nous soyons réceptifs, nous, les destinataires. Je crois que c'est ce travail-là que nous avons à faire. Tout le monde en est conscient. Voilà pourquoi le comité d'organisation se met à lutte épreuve pour accompagner le projet de l'État dans cette mission. Le Dakar a donc repris son cours normal. Les fidèles continuent d'arriver ici en masse. La cérémonie officielle a lieu ce dimanche après-midi. La clôture de cette présente édition le lundi matin. Ici à Dakar, le ministre de la Santé a rendu visite cet après-midi aux 2 malades donc, qui sont actuellement internés dans les hôpitaux Le Dantec et le principal. Ce sont donc 2 personnes qui ont été blessées après l'incendie survenu à Médina Gounass lors de ce Dakar. Le ministre donc nous aurons certainement avant la fin de ce journal. Parlons de couverture maladie universelle. La CMU élève et lancée. Les ministres de la Santé et de l'Éducation nationale ont finalisé le processus qui permettra d'enrôler les élèves dans ce système de facilitation de l'accès aux soins. Et ce ne sont pas moins de 3 millions de jeunes Sénégalais de l'enseignement public qui sont ainsi ciblés. L'opération devrait pouvoir s'élargir dans un deuxième temps à l'enseignement privé et aux structures d'éducation non formelle au Martiaou. L'éducation nationale et la santé réunis sur le même banc pour un événement peu banal parce que concernant le mieux-être de nombreux jeunes Sénégalais, les élèves. C'est la possibilité qui est offerte aux enfants de pouvoir adhérer aux mutuelles de santé de leur quartier, de leur zone, avec une cotisation de 1000 francs. Vous savez que la cotisation normale est de 3500 francs avec une contribution de l'État qui double la mise. À travers cette initiative, l'agence de la CMU élargit son parapluie protecteur à une couche importante de la population. Près de 3 millions d'élèves. Beaucoup d'opportunités sont offertes. Un parent d'élève à qui on demande de cotiser 1000 francs par an pour son élève. En moyenne, ce parent dépense plus de 1000 francs par an. Une opportunité d'autant qu'il y a des mères et des bienfaiteurs qui se sont proposés pour apporter la contribution. En définitive, ce programme permet d'entrevoir de meilleurs résultats scolaires. Les enseignants auront moins de soucis, les parents également, et donc nous aurons une meilleure même éducation nationale. La CMU est justement conçue pour permettre à tous un accès aux soins. C'est un instrument d'équité sociale. Un moyen d'assurer l'équité dans l'accès à l'éducation en permettant de toucher toutes les populations du Sénégal et de gommer les disparités. Dans un premier temps, seuls les élèves du public sont concernés avec comme perspective l'élargissement de l'initiative aux enfants qui fréquentent les structures d'éducation non formelle ainsi que les DARA. Le ministre de la Santé a rendu visite cet après-midi à 2 blessés victimes de l'incendie de Médina Gounass. Ils sont actuellement pris en charge à l'hôpital Le Dantec et à l'hôpital principal. Leur état se stabilise et leurs parents sont rassurés. Voici le ministre Eva Marie Kolsek. Nous avons également pris des nouvelles de la malade que nous avions déjà vue à Tambacounda il y a 2 jours avant son évacuation sur Dakar. Je voudrais dire qu'il y a eu vraiment un vrai désastre, une tragédie qui s'est déroulée au niveau du Dakar. Nous avons été déjà sur place avec monsieur le ministre de l'Intérieur qui avait été
envoyé par Monsieur le Président de la République. Et nous faisons maintenant le suivi, bien sûr, au jour le jour. Et nous avons pensé qu'il était important, même si les collaborateurs, dont le directeur général de la santé, sont déjà venus, qu'il était important que nous puissions apporter notre soutien, mais également rappeler aux familles et au personnel de santé que Monsieur le Président de la République a décidé de tout prendre en charge et donc de ne poser aucun problème aux malades, de ne donner aucune ordonnance. En tout cas, tout va être pris en charge par Monsieur le Président de la République. Et tous les brûlés sont arrivés d'abord à Médina Gounass, et c'est de là que les plus graves ont été envoyés vers l'hôpital de Tamba, et d'autres sont restés sur place. Nous les avons tous vus. Ils vont vraiment bien, ceux qui sont sur place. Il y a à peu près 9 personnes. Il y en avait à peu près 25 quand nous sommes allés à Tambacounda. Et là également, grâce à un appui qui a été apporté par le SAMU national, qui a eu à travailler avec les médecins sur place, à revoir la situation, à faire le point, il a été décidé d'acheminer sur Dakar les malades les plus graves. C'est ainsi qu'il y en a 2 qui sont restés à Kaolack parce que leur situation de santé, donc leur état permettait, puisque là-bas aussi il y a des réanimateurs, il y a des urgentistes, et donc la prise en charge est correctement faite sur place. Et les plus graves sont arrivés jusqu'à Dakar. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont décédés pratiquement quelques heures après leur arrivée. L'un même, il paraît 30 minutes après. Et il y a maintenant une malade ici et un autre malade qui se trouve au niveau de l'hôpital de Dantec, que nous irons également voir. Et moi, ce que j'ai vu sur le terrain, vraiment, je leur tire mon chapeau. Et là également, je trouve un service bien organisé, une équipe vraiment qui fait du bon travail. Et moi, je peux dire que cela vraiment nous permet d'avoir confiance en notre système de santé. Le ministre de la Santé, Omari Kolsek, qui a rendu visite à des blessés de l'incendie de Médina Gounass. Ses propos ont été recueillis par Fatou Sakho. 28 tirailleurs sénégalais qui en ont fait la demande ont été naturalisés français par le président François Hollande ce samedi. Le président français avait promis au président Macky Sall de réparer le tort causé aux tirailleurs sénégalais. C'est une dette de sang que la France avait contractée auprès de ces tirailleurs sénégalais, a rappelé François Hollande. Décembre 2016, le président Macky Sall en visite d'État en France. Les tirailleurs sénégalais ont figuré parmi les sujets abordés. Monsieur le Président, je tenais à vous remettre des documents et des tirages photographiques inédits issus de nos archives en forme d'hommage à ces hommes qui ont contribué à la libération de mon pays. Le président français François Hollande avait promis au président Macky Sall de réparer le tort causé aux tirailleurs sénégalais. Avril 2017, chose faite. Ce samedi matin, François Hollande a naturalisé 28 tirailleurs sénégalais. Ils ont entre 78 et 90 ans et ont combattu dans les rangs de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, depuis combien de temps on demande à être français, on nous a refusé ça. Ces hommes, ces ex-tirailleurs font partie de ceux-là qui ont servi l'armée française dans ses pages les plus glorieuses, mais également dans les moments les plus sombres. Leur rôle historique a été rappelé par le président François Hollande. La France est fière de vous accueillir, comme vous avez été fiers, vous, de porter son drapeau, celui de la liberté. Les premiers tirailleurs étaient composés d'engagés du territoire sénégalais. La volonté du Sénégal est aujourd'hui de mettre en avant cet héritage militaire. Ces tirailleurs, des soldats aujourd'hui d'âge avancé, ils ont reçu la nationalité française. C'est une injustice qui a été réparée. Le président François Hollande l'a souligné, c'est une dette de sang que la France avait contractée auprès de ces tirailleurs. Contribuer à l'amélioration de la base de connaissance du phénomène de la délinquance au Sénégal, c'est l'objectif de l'atelier technique de cadrage de l'étude et de la cartographie de la délinquance. Une réflexion initiée par l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité en collaboration avec l'École supérieure d'économie appliquée et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est un compte rendu signé Louise Bidza.
Militants de la cause de la stabilité sociale, criminologues, magistrats, sociologues, tous autour d'une table pour cogiter sur l'étude de la cartographie de la délinquance au Sénégal. Là, on rentre vraiment dans la conception même de la sécurité, qui est une science en réalité. Parce qu'on a toujours considéré la sécurité comme une pratique. Aujourd'hui, quand vous voyez l'ensemble des acteurs qui sont là, les CIA, la NSD, les sociologues, donc les criminologues, d'autres spécialistes, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'aujourd'hui nous attaquons à bras de fer ce phénomène criminel qui malheureusement ruine nos sociétés. Nous sommes là en tant qu'ANSD pour accompagner cette initiative. Vous savez que l'ANSD, c'est ce que j'aime à définir comme l'instrument de mesure dont l'État s'est doté pour quantifier, pour mesurer les phénomènes et donc construire des indicateurs pour éclairer la décision. Aujourd'hui, l'ASP a décidé de quantifier la délinquance, mais aussi le sentiment d'insécurité. Et nous sommes là en tant qu'experts, statisticiens et démographes. La séance de réflexion est consacrée à un éclairage conceptuel. In situ, une analyse sociologique de la criminalité au Sénégal a été passée au peigne fin. D'éminents experts en la matière ont été conviés. Le professeur Alexis Vettelval, qui a travaillé sur la vente de stupéfiants dans la ville de Marseille, a fait un bref exposé. On va travailler tous ensemble à coproduire cette méthodologie qui va consister bien sûr à analyser la délinquance, analyser les causes, analyser les effets, mais également prendre en compte les attentes des différents acteurs pour pouvoir ensuite être la base d'une stratégie du contrat local de sécurité. Combattre efficacement l'insécurité, le gouverneur de la région de Thiès, qui a présidé la cérémonie au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a été ferme sur la question. La question de la criminalité est une question chaque jour agitée dans ce pays. Quand on écoute les radios, quand on regarde la télé, et ce n'est pas à la presse que je veux le dire, c'est une question qui revient tout le temps. Et des actions sont menées, des initiatives sont prises. Maintenant, il est important de voir quelle a été peut-être l'efficacité de cela. On a souvent agi, on a eu beaucoup d'activités qui ont été menées. Il est important que des scientifiques, que des techniciens, que des spécialistes permettent de faire un plan stratégique. L'ASP est là, non pas pour la sécurité uniquement, mais pour que, au-delà de ces aspects sécuritaires, les agents qui recrutent, qui leur procurent un métier. Et sur ce plan, vous savez que l'ENEA est spécialisé dans le domaine du développement local. La cartographie de la délinquance, la problématique reste d'actualité. Gonflée à bloc, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, de concert avec l'École supérieure d'économie appliquée et l'Agence nationale de la statistique et de la démographie travaillent pour barrer la route aux comportements antisociaux. Nous parlons encore sécurité dans ce contexte mondial marqué par le terrorisme avec ces organisations citoyennes qui s'investissent pour juguler la menace. Partners, une structure qui intervient depuis 5 ans dans ce domaine, vient de boucler une série d'ateliers de sensibilisation avec l'appui de l'Institut pour la paix des États-Unis. C'est un reportage de Fatou Sakho. Impliquer les populations pour instaurer le dialogue et la sécurité est le cheval de bataille de l'organisation Partners. Elle a initié une série d'ateliers pour les communautés il y a 2 ans. Partners est intégré dans ce système d'ateliers parce que ça parle de la sécurité d'abord de manière globale. Ensuite, du dialogue. Alors, le dialogue et sécurité vont ensemble. Le dialogue entre les forces de défense et sécurité et les communautés. Aujourd'hui, avec la menace terroriste, c'est dans une approche participative et inclusive que s'activent les acteurs qui s'activent dans cette lutte contre le terrorisme. Cette nouvelle forme de terrorisme qui est basée sur la religion est peut-être plus délicate à gérer. Il faut que tous ceux qui ont la capacité, soit intellectuelle, soit dans la force, d'intervenir pour mettre fin, en tout cas pour atténuer ou pour protéger son pays, je pense qu'on doit le faire. L'ONG est accompagnée dans son action par l'Institut pour le... Le Sénégal a une très forte personnalité avec les acquis que vous avez déjà, que le Sénégal a déjà.
l'interaction des différentes personnes qui sont concernées par cela. Et ensuite, voir quelles sont les idées qu'on peut promouvoir pour pouvoir aider ces gens-là. C'est la ville de Guédiawaye qui a accueilli ce dernier atelier sur la gestion de la sécurité, auquel ont pris part tous les acteurs de développement de la localité. Le coordonnateur du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma a été en tournée au centre du pays à Kaolack. La délégation a visité 8 villages frontaliers avec la Gambie et les populations sont revenues entre autres sur les difficultés de leur localité. Le Puma compte apporter des solutions durables. Nous retrouvons Claire Diop. La délégation du PUMA, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, était à Kilimangui et Paté Tchangay, des communes dans la région de Kaffrine. Quelques villages concernés par le programme ont été visités. Le but est d'échanger avec les populations locales pour pouvoir mieux orienter les interventions. La délégation a pu voir les sites et rencontrer les populations pour recueillir encore des informations complémentaires, puisque nous, au niveau de la région, nous avons déjà transmis le schéma frontalier de Kaffrine, mais il est toujours bon de venir, en tout cas constater de visu ce qui est réellement priorité au niveau donc des zones frontalières qui ont été donc ciblées. Le Puma est accueilli à bras ouverts par les bénéficiaires. Ici, il est prévu la construction d'infrastructures et d'équipements sociaux de base, entre autres une brigade mixte de sécurité. Programme Puma Le Puma va nous aider et nous sommes très contents. Nous avons besoin de routes, de postes de santé, d'écoles culturelles pour la sécurité des élèves. L'eau aussi pose problème. La commune de Paté Tchangay, c'est 19 villages et il n'y a qu'un seul forage. Nous en voulons un autre du côté de la Gambie. Ces échanges ont permis une plus large compréhension et une appropriation du programme par les acteurs à la base. Pour rappel, le Puma a été lancé en octobre 2016 par le président de la République. L'ambition est de prendre correctement en charge les préoccupations des populations des zones frontalières par la réalisation de projets structurants. Un mieux-être est recherché. Le Magal de Darou Mokhti, c'est dans quelques semaines. Un CRD préparatoire s'est tenu à l'occasion pour une prise en charge complète des besoins de l'événement. Il a été présidé par le gouverneur de la région de Louga, Maman Moussania. Après le Magal de Touba, celui de Darou Mokhti fait partie des événements qui drainent le plus de talibés mourites. Pour préparer cet événement, il faut un dispositif particulier. C'est pourquoi toutes les parties concernées ont pris part à ce comité régional de développement. L'éclairage, la santé, la sécurité, l'hydraulique, le transport, l'élevage, entre autres, ont été passés en revue. Les responsables de l'ASROUT ont promis de refaire quelques axes routiers. Concernant l'éclairage, la Sénélec a promis d'installer des lampadaires et de mettre Darou Mokhti hors de l'estage le jour du Magal. Les chefs de service, les autorités administratives se sont engagés pour un bon déroulement de l'événement. Pour un suivi des engagements, le comité d'organisation a mis en place des commissions. Le Magal de Darou Mokhti commémore les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et son talibé frère cadet Mam Thierno Ibrahim Mbacké, célébré chaque année 15 jours avant le début du Ramadan. Aucun risque de pénurie en oignons et en pommes de terre pendant les fêtes de Pâques. L'assurance a été donnée par le ministre en charge du commerce à l'issue d'une visite de terrain. Elle a conduit Alioune Sarr aux principaux dépôts d'oignons de Thiaroye et de Cambérène. Alassane Diédhiou. Cette visite de terrain du ministre en charge du commerce aux principaux dépôts d'oignons intervient un peu plus d'un mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel portant gel des importations de l'oignon. Cette décision prise de concert avec les acteurs de la filière marque relativement le démarrage officiel de la campagne de commercialisation de l'oignon local. Cette année, une production record de 400 000 tonnes d'oignons est escomptée. Ici, au marché de Thiaroye, première étape de la visite d'Alioune Sarr, il n'y a rien de camions provenant de la zone de production, notamment le Fouta. 6 à 7 camions par jour déversent oignons et pommes de terre. Les stocks sont estimés à 500 tonnes d'oignons et 200 tonnes de pommes de terre. Un niveau d'approvisionnement du marché
à quelques jours de la fête de Pâques qui rassure les autorités. C'est pour vérifier justement la mise en œuvre des mécanismes de commercialisation et vérifier que tout se passe très bien. Je dois donc vraiment féliciter les commerçants de Thiaroye qui au jour d'aujourd'hui sont en train de respecter scrupuleusement les engagements qu'ils ont pris. Et ce collectif a pris l'engagement chaque semaine de commander plus de 300 tonnes au profit de nos producteurs. La deuxième chose qu'il faut également rappeler, c'est qu'à la veille de grands événements religieux au Sénégal, j'ai l'habitude de vérifier également l'approvisionnement convenable du marché. Donc c'est une façon vraiment de se féliciter du dispositif mis en place, mais également rassurer les consommateurs sénégalais qu'il y a suffisamment de denrées pour leur permettre justement de passer la fête dans de bonnes conditions. Au dépôt de Thiaroye comme au marché Gueule-Tapée de Cambérène, dernière étape de cette visite, le ministre en charge du commerce a trouvé un stock bien fourni. Au cours des échanges avec ses interlocuteurs, Alioune Sarr a renouvelé aux commerçants leur implication dans différentes décisions les concernant. L'amélioration de leurs conditions et leur cadre de travail à travers le programme du PSE, notamment le projet de marché d'intérêt national en cours de réalisation à Diamniadio. Dans ce rapport, il convient de souligner que les commerçants ont honoré les engagements pris devant le ministre en charge du commerce à Boubé. Ces camions remorqueurs en cours de déchargement qui viennent des zones de production d'oignons de Podor en sont une parfaite illustration. Aujourd'hui, fait important, ce sont plus de 300 millions de francs CFA qui ont déjà été injectés par les commerçants dans le circuit de la commercialisation de l'oignon depuis le début de la campagne. Depuis quelques années, plusieurs productions agricoles augmentent en volume, mais difficile souvent de les écouler sur le marché. Pour les professionnels du commerce, la solution est dans la modernisation des infrastructures de stockage. L'heure n'est donc plus au grenier de mil ou au traditionnel séco du bassin arachidier. Les experts du stockage et l'État veulent aussi que soit créé un récépissé d'entrepôt à travers une loi. Le stockage à l'heure de la modernisation, c'est le premier numéro du grand dossier hebdomadaire de la rédaction Atelier et Comptoir, et c'est un document signé Issa Thiorogui. L'entreposage se présente sous trois formes: l'entreposage commercial, l'entreposage familial ou encore l'entreposage communautaire. L'entreposage commercial sert à stocker de la marchandise à vendre. Pour s'y investir, il faut absolument un ou des entrepôts de grand standing. C'est dans les centres urbains que ce type d'entreposage est plus visible. Lorsque nous réceptionnons donc des marchandises, nous nous rapprochons donc des propriétaires d'entrepôts, et à ce moment-là, nous louons des entrepôts ou nous louons directement ou le client loue. Et à ce moment-là, nous procédons à une inspection du site pour voir si le site est conforme. Ensuite, il y a l'entreposage familial. Il se pratique généralement en zone rurale. Le stock est de la nourriture destinée à la famille. En même temps, il est un recours ou secours en cas de soudure. Après chaque campagne, ils ont l'habitude de mobiliser leur production en le faisant en trois parties. Une partie qui est destinée à la consommation du ménage, mais une autre partie qui est destinée à l'épargne intrante. La troisième partie de la production est destinée à la commercialisation qui pourra servir de régler les besoins de la famille. Enfin, l'entreposage communautaire ou coopératif, on le voit plus fréquemment dans le Baol et le Saloum, donc dans le bassin arachidier. Dans ces localités, l'entreposage communautaire se fait à l'aide de ces grands hangars, ces magasins en zinc, appelés prosaïquement séco. On y garde des intrants agricoles et de l'arachide. Mais en zone rurale, se pratique de plus en plus l'entreposage commercial. C'est un véritable business. Dans la vallée, c'est même devenu une affaire des banques qui travaillent avec des sociétés de tierce détention. Clarisse est juriste. Elle intervient beaucoup dans l'entreposage. Sa mission se situe entre la banque qui prête et le commerçant qui emprunte pour pouvoir investir dans le stockage. Il faut que le produit soit vraiment sécurisé et qu'on puisse rassurer tous les intervenants de la chaîne, aussi bien les banques, aussi bien les commerçants, ceux qui ont emprunté, et dans les régions aussi bien les riziers par exemple. Et tout le monde doit être rassuré, tous les intervenants de la chaîne. Notre rôle est de les rassurer que nous sécurisons les produits et que les produits sont de bonnes mains. Dans la vallée, l'entreposage est aussi une politique de l'État, avec le concours de partenaires financiers, la SAED, la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta,
a construit plus d'une centaine de magasins pour pouvoir accompagner la commercialisation du riz. Dans la zone, n'existe que 389 entrepôts qui ont une capacité globale de 120 000 tonnes. Or, l'objectif pour l'État est d'en pouvoir stocker plus. L'entreposage est un défi au Sénégal. C'est la raison pour laquelle, justement, le département a lancé une étude pour, justement, évaluer les capacités et les besoins en entreposage. À ce jour, on a identifié 389 entrepôts, magasins de stockage. Et parmi ceux-là, justement, seuls 111 répondent vraiment aux normes, en tout cas, modernes d'entreposage. Donc, pour vous dire que ça reste un défi en termes d'augmentation des capacités d'entreposage, mais également d'augmentation des capacités modernes d'entreposage. Il n'y a pas que la vallée qui est concernée par la modernisation des entrepôts. Tout le reste du pays l'est aussi. Et pour ce faire, il est prévu la création d'un récépissé d'entrepôt à travers une loi. C'est un document, un titre de propriété qui donne à l'entreposage plus de sens et d'essence. Je trouve que ce serait une excellente chose. Il faut faire quelque chose parce que peu d'entrepôts aujourd'hui répondent aux normes. Le département avec ses partenaires a travaillé sur la loi qui est prête, qui est dans le circuit de validation du gouvernement, mais également ses décrets d'application. D'un point de vue technique, tous ces documents sont prêts, il reste juste à valider. L'entreposage est une étape importante de la chaîne de logistique. Sans lui, point de commerce ou d'e-commerce, à l'heure du numérique, le comptoir, c'est aussi la modernité, le temps en action. Le stockage à l'heure de la modernisation, premier numéro du grand dossier hebdomadaire de la rédaction Atelier et Comptoir, signé Issa Thiorogey. Le Sénégal, terre d'accueil de nombreux événements à dimension internationale, qu'ils soient sportifs, culturels ou économiques, ils ont un impact non négligeable sur le tourisme, même s'il est difficile de mesurer cela en l'absence de chiffres, une difficulté à laquelle les pouvoirs publics entendent pallier avec bientôt une étude sur la question. Sidna Ludjigo. Compétition sportive, foire économique, manifestations culturelles, quand l'événementiel est au service du tourisme. Elles sont nombreuses, les manifestations à susciter le déplacement de grand nombre d'étrangers. C'est le cas du marathon de Dakar, organisé ce week-end. Nous avons, je dirais, plus de 200 personnes qui sont inscrites, qui viennent de l'étranger spécialement pour cette manifestation. Et on a recensé une cinquantaine de nations représentées. Donc c'est pour une première édition quelque chose d'assez intéressant pour être souligné. Biennale de Dakar, Coupe d'Afrique, Festival international de jazz de Saint-Louis, FIDAC ou FIARA, des événements en nom aussi divers que variés dont les participants étrangers ne se bornent pas à leur premier motif de déplacement. Participer à la manifestation, oui, mais aussi et surtout faire du tourisme. On profite pour aller visiter le monument et surtout on aime faire un tour à Gorée parce qu'on n'est jamais rassasié de voir un peu tout ce que ça donne comme histoire, comme symbole. La donne est une aubaine pour l'agence de promotion touristique. Une étude d'impact global de ces événements sera bientôt livrée. Il était important qu'on puisse arriver en effet à ces types d'études qui pourront permettre de voir l'impact réel que ces genres d'activités ont sur l'économie nationale, sur la croissance globalement. Il y a des critères. Les critères que nous avons concernant l'agence de promotion touristique du Sénégal, c'est qu'on puisse avoir ce type de manifestations qui permettront de vendre, de montrer et de positionner stratégiquement le Sénégal ici à l'international. Car grâce à la couverture médiatique de ces événements, le pays bénéficie d'une visibilité dont les effets peuvent aller bien au-delà du public cible. Et c'est parti pour la première édition du Marathon international de Dakar, un événement qui accueille les plus grands coureurs de marathon kenyans et éthiopiens qui vont se mesurer ce dimanche. Aujourd'hui, c'était la course la Dakaroise ouverte aux athlètes locaux. Les recettes récoltées seront reversées à l'Association sénégalaise de lutte contre le cancer, Pape Biram Bigueyaye. Le monde a les yeux rivés sur Dakar, qui a pris les couleurs d'une véritable capitale de l'athlétisme mondial. Au premier jour, le marathon international ouvre son circuit aux populations. La course s'appelle la Dakaroise. Des athlètes locaux sont également de la partie.
Des moments intenses de communion avec une pensée pieuse aux victimes de l'incendie de Médina Gounass. Ce qui a un peu ralenti l'ambiance, ce qui a un peu aussi ralenti cette grande mobilisation, parce que le chef de l'État allait venir pour lancer le marathon de Dakar, mais l'un dans l'autre, c'est le Sénégal, et nous partageons les moments de tristesse, nous partageons aussi les moments de joie. C'est un événement de classe mondiale avec un plateau relevé d'athlètes de haut niveau qui entrent en piste ce dimanche. Dakar sera le périmètre le plus disputé avec une rivalité légendaire entre Éthiopiens et Kenyans. Nous avons en général dans toutes les courses de marathon, de fond et demi-fond, ce qu'il y a de plus c'est les Kenyans. Donc nous avons les Kenyans, nous avons des Éthiopiens qui sont là. Le plateau est super bien relevé. Je pense que les Sénégalais ne voyaient que ces gens à la télévision. Maintenant, nous allons les voir en chair et en os courir ici dans notre cher pays. Ce samedi, il y a eu 3 courses. Les 5 km dames, remportées par Clarisse Diata, étudiante à l'INSEPS et athlète de l'AS Douane, avec un chrono de 19 minutes 27 secondes. Elle est suivie de près par 12 gendarmes, Ndeykhou Diouf et Koumba Tamba. Quand il restait les 3 km, après j'ai commencé à avoir confiance en moi, à augmenter le rythme, et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à dépasser les gens petit à petit jusqu'à être à la première place. Chez les garçons, dans l'épreuve des 3 km, c'est Papis Mamadou Sek qui est passé devant. Il est issu d'une famille d'athlètes. Record 400 mètres. Son grand-père, c'est Amadou Gakou, actuel détenteur du record national du 400 mètres et 4e aux Jeux Olympiques de 68. Un événement majeur avec un cachet populaire très coloré, aux allures de rencontres sympathiques dans un espace convivial où se côtoient enfants, jeunes et adultes. On vient en famille, ou on est entre amis, ou même parfois entre camarades de classe. Nos amis, c'est ouais, on s'y tient à Dakar et tout, on aime bien courir, c'est un peu notre passion, donc non, c'est ma passion, mais bon, voilà. En fait, nous, je fais des cours d'athlétisme, mais notre prof nous a dit, nous a conseillé de faire une course parce que on avait des petites capacités et qu'on voulait bien faire des choses en groupe. Ouais, et notre CPE a voulu qu'on le fasse, donc voilà, on l'a fait. Le marathon international de Dakar, c'est aussi le fruit d'une vision, celle du président de la République qui veut faire de Dakar un hub événementiel avec en toile de fond la promotion de la destination Sénégal. C'est aussi l'occasion de récolter des fonds en faveur des personnes atteintes de cancer et surtout pour lutter contre cette maladie. Le chef de l'État, avec sa vision qui est claire, est en train de montrer aux sportifs surtout que nous avons, comme je l'ai toujours dit, un président qui est à l'écoute du monde sportif. Et vous savez évidemment qu'on ne peut pas se limiter à des résultats sportifs tout simplement. Nous avons besoin d'épanouissement, nous avons besoin de vendre l'image de notre pays à travers la capitale sénégalaise. La mobilisation des fonds, 4000 dames qui ont couru pour 5 km, toute cette manne financière sera versée à la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Et je remercie le président de la République qui a demandé que cette action sociale, les fonds soient reversés à la lutte contre le cancer. Nous savons que les cancers féminins sont les premiers cancers au Sénégal. Et moi je pense que tout le monde, que cette attention soit portée à cette cause, ça me va droit au cœur. Et surtout les malades qui sont en train de vivre leur maladie, quand même c'est un peu de baume au cœur. Ce dimanche, ce sera la grande course, les 42 km du marathon de Dakar. L'attraction d'un événement grandiose, coup d'envoi le matin à 8h30.